Et salut à toutes et à tous, c'est Joshua Mathéus, bienvenue dans ce premier épisode de Passion et Découverte. Donc là je suis actuellement en compagnie de Thibaut de Montdidier, alias le Daily Geek. Je pense qu'il préférait, se présenter davantage lui-même. Alors explique-nous. Salut à tous et à toutes. Alors certains me connaissent déjà, ils sont pas très nombreux. Donc je suis le Daily Geek, ça fait quoi, presque 20 ans que je suis sur le net, mais officiellement que 5-6 ans que j'opère sur la toile. Ouais. J'ai commencé avec mon blog sur le site Gameblog, ouais, quelle originalité. Donc commencer sur Gameblog, alors, au début je peux poster des tests, vraiment petits, sur en plus des abandonware, donc pas vraiment beaucoup de gens qui regardent. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé à changer d'approche et je dis tiens, il y a quand même des articles qui se font pas, notamment sur les cotes des différents prix, sur les différentes consoles. Je me dis tiens, est-ce que je pourrais pas actualiser ? Et puis le Gameblog a décidé de mettre mes articles en home, en accueil, et puis petit à petit le succès s'est fait parce que j'étais partout sur internet pendant un week-end, donc ce qui fait que mon blog a commencé à remonter dans les premières marches du top 50. Actuellement je suis le numéro 2, mais bon ça veut pas dire grand chose, hein. C'est juste... Ouais voilà quoi, en 4 ans il y a 1 million de personnes qui sont passées sur mon blog. Donc je me suis dit ouais c'est sympa, et puis je t'ai rencontré, et puis tu m'as filé le goût quand même de la vidéo. Et j'ai décidé de pousser plus loin jusqu'à ouvrir ma propre chaîne YouTube. Et là maintenant, j'ai ma petite chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je poste dessus? En fait, tout ce qui me passe par la tête. Je suis passionné de différents domaines, donc l'histoire, les jeux vidéo. Je combine un peu le tout. Et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je poste une vidéo, généralement une par semaine ou une tous les 15 jours, tout dépend de mes disponibilités. Et je vois ce que ça donne. Et pour l'instant, on est au tout début. La rançon du succès n'est absolument pas là. Non, pas du tout. Non. On fait ça vraiment parce que ça nous fait plaisir, on aime ça. C'est clair que ça prend beaucoup de temps, comme beaucoup peuvent le savoir, beaucoup d'énergie. Mais après, on fait ça par passion, on s'amuse comme des fous. Alors, Thibaut, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Disons, qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir? Déjà, on va commencer par la partie animée. Alors comme vous le voyez ici, vous avez en fait tout ce qui résulte, pour ceux qui arrivent à le voir, il y a marqué édition Gold. C'est une édition qui a commencé il y a en 2008. C'était sur le site Anime Collection, ils proposaient une offre à prix défiant toute concurrence. Et j'ai dit je vais pas louper ça, et c'est comme ça que la collection, on va dire, a commencé, en tout cas pour les animés. Oui. Et petit à petit, j'ai gardé ceux qui m'intéressaient. À côté, finalement, je prenais des exemplaires que je ne trouvais pas dans la collection, ou qui étaient vraiment à prix défiant toute concurrence. Moi, mon principe à moi, c'est de toujours prendre en occasion, le plus possible, ou à des prix généraux, c'est des vidages de stock dans les grands magasins. Oui. Donc dès que je tombe sur un truc qui m'intéressait, je prenais. Et je garde uniquement, j'ai comme principe de garder uniquement des animés que j'aime prendre plaisir à revisionner. Oui, oui. Les one-shots, malheureusement, tu les regardes une fois, puis la deuxième fois, merci, au revoir, ciao. Et au bout d'un moment, c'est toujours pareil. On a beau se dire, la collection c'est génial, mais quand on vit en couple, la première règle c'est la place. Ouais. Et plus tu accumules, plus il faut d'endroits, plus il faut des étagères, plus ton conjoint commence à râler. Vous avez entendu, Ikea est votre ami. Oui, d'ailleurs, c'est grâce à Ikea que j'ai réussi à... On fait pas de pub, il n'y a pas de placement de produit. Il n'y a pas de placement de produit. Mais c'est Ikea qui m'a permis de fournir, franchement, je trouve que c'est sympa. La profondeur est pas trop, donc ça permet vraiment de positionner on va dire, un coffret et rien de mettre d'autre devant. Ah oui, précision, tout ce que vous voyez là, tous les petits détails, c'est pas mes goûts personnels, c'est ma femme qui a tenu à mettre une touche de féminité sur cette étagère. Ah, c'est ça, ouais. Donc comme on voit, vous savez, moi j'ai pas du tout honte, donc comme on peut le voir là sur les animés, on a des trucs qui se parlent pratiquement dans du shoujo, ou des trucs comédie romantique, on a des vieux trucs de cyberpunk, on a des trucs presque d'horreur, on a du bottom, ça c'est l'action, on a les classiques comme les chroniques de la guerre de Lodos, des classiques Escaflowne et Evangelion, ma femme qui a voulu absolument garder certains shoujo qui lui ont plu. Ah, Danmachi. Ouais, voilà, non, Danmachi, ça c'est moi, plutôt c'est elle, parce que Cynthia, le rythme de la vie, non, ce n'est pas de moi ça. Par contre, Fruit Basket, c'est de elle. On a les Full Metal, on a le Brotherhood, etc. On a des choses un peu plus originales, le regretté High School of the Dead, la série qui ne continue pas malheureusement, qui n'était pas trop mal. Et puis des classiques, les Zoave Kenshin, que j'ai gardé, etc. Et puis on descend un petit peu. Et puis là où on passe hors champ, c'est presque la partie un petit peu honteuse, vous voyez. C'est la partie où on a pratiquement la collection des Disney. C'est une collection que ma femme et moi on s'est faite au fur et à mesure. On a pratiquement tous les grands classiques d'animation Disney. Vous allez voir ça en détail d'ici quelques instants. Ouais, voilà. Et, ça mérite un petit approfondissement en effet. Et oui. Et donc la partie gauche, ça concerne finalement tous les grands films. J'ai pour principe de vouloir trouver dans ma collection
le titre qui va me plaire dans une catégorie de film. Par exemple, là, si maintenant je veux trouver un truc avec, on va dire, qui a un rapport avec un survival, pas survival horror, attention survival, bah, j'ai les Hunger Games. Si maintenant j'ai envie de me partir dans un film d'action testostéroné années 80, je me suis acquis la collection des Rambo. Si maintenant j'ai envie de partir dans des classiques des années 90, j'ai réussi à me garder les DVD de S Ventura en Afrique, hein, des classiques pour nous qui avons grandi dans les années 90. Et à chaque fois, de me dire, j'ai trouvé le film de ce thème-là. Après, c'est toujours très difficile de se dire, je trouve mieux. Ou non, généralement, quand j'ai trouvé la référence, c'est difficile de trouver mieux que la référence. C'est pour ça que ça réduit aussi ma collection. Après, il y a le côté aussi nostalgique des films des générations 80-90. Ah oui, bien sûr. Ça dit en passant mes périodes de films préférées. Hein. Il y en a un qui disait, je sais pas, je crois qu'il est un peu connu sur la toile, il disait que tout ce qui était des 90 est forcément de qualité supérieure. Je dis pas que c'est de qualité supérieure, mais dis par nostalgie. Oui, c'est vrai, mais le problème de la nostalgie, c'est qu'elle biaise tout. Hein. On peut regarder les pires horreurs. Ouais, mais c'est l'effet nostalgique, tu comprends. Non, mais c'est une bouse. Non, mais c'est nostalgique. Non, au bout d'un moment, c'est. Voilà. Le meilleur film de Luc Besson, c'est Wasabi, ok? Ok. Voilà, non, moi, tu connais rien, c'est le 5e élément. Non, oui, bah, le 5e élément, c'est un culte. Voilà. C'est une référence à pop culture, c'est impressionnant. Voilà, donc à partir du moment où on a sa collection, bah, alors, comme vous voyez, parfois il y en a certains qui sont retournés. C'est la petite code qu'on a, ma femme et moi, pour nous, pour dire qu'est-ce qu'on a visionné et qu'est-ce qu'on n'a pas visionné. Parce que vous le voyez très bien, les DVD côtoient les Blu-ray. Ouais. On a décidé qu'en fait, que tout ce qui est chargé en effets impressionnants, effets 3D, fort animation numérique, passe en Blu-ray. Tous les films qui sont plus tranches de vie, qui sont plus concentrés ancrés dans la réalité, qui n'ont pas vraiment besoin d'effets numériques forts, on les a gardés en DVD. Et parfois, ben, pour l'instant, l'édition de Blu-ray n'existe tout simplement pas. Parce que ça, on a beau aimer les années 90, c'est dans certains films qui n'ont toujours pas été réédités. C'est vrai, il y en a pas mal, là, je vois rien que certains films que je recherche encore aujourd'hui, je les trouve pas encore en Blu-ray. Ouais. Après, tout ça aussi, hein, vous avez peut-être des chances de pouvoir un jour entendre parler de certains films sur la chaîne de Thibaut, attention. Hein. Bah, disons que ça dépendra, en fait, pour ce qui est de présentation des vidéos. Toujours respecter le principe, faire ce que les autres ne font pas. Ouais. À partir du moment où je vois que c'est simple, je vais prendre on va dire l'anime Monster, allez, de Naoki Urasawa. Effectivement, c'est du très bon, mais on va sur internet, on voit qu'il y a des commentaires de cet animé, du bouquin, attire l'arigot. Oui. Tout le monde en parle. Oui. Donc, ça n'a pas de grand intérêt que je rajoute encore déjà ce qui a été dit. Par contre, effectivement, j'ai été très étonné, Princess Mononoke. Alors, il y a des gens qui ont fait des critiques de la musique, il y en a qui ont fait la critique simplement, ouais, c'est un bon film, mais très peu sont allés en profondeur dans les thèmes abordés. Donc là, je me dis, il y a une brèche possible. Mais quand je vois que c'est par exemple des animés, bah, je sais pas, il me viendrait jamais à l'idée de me faire une critique de One Punch Man. Non. Et voilà, il y en a une cinquantaine sur le net, voilà, mais par contre... D'ailleurs, comme tu es un grand fan des studios Ghibli, ou Ghibli, suivant comment vous voulez prononcer, là d'ailleurs, il y a un film fait par les studios Poco, je sais plus, qui en parallèle que les studios Ghibli sortent en DVD Blu-ray le 3 juillet. C'est Marie et la fleur de la sorcière. Totalement dans le design Ghibli ou Ghibli. Oui. Merci de me rappeler que ma collection que je croyais complète va devoir recommencer. Parce que ça aussi, c'est mon objectif. On dit, ah, ça y est, j'ai enfin. Ah ben non, ils vont sortir une suite. Merde. Un dernier exemple en date. Hier soir, on s'est maté Underworld, on s'est maqué le 5e opus. On se dit, allez, ça y est, enfin, c'est la conclusion. Non, il y en a un 6e. Oui, il y en a un 6e, sachant que l'actrice principale vient de passer les 43 piges. Mais il y a du bon et du mauvais d'être passionné de faire des collections quand même, à ce que je vois. C'est. Oui. J'en fais partie, hein, mais. Et en fait, je sais jamais fini. Il n'y a jamais un moment où tu peux te dire, alors, hormis les vieux films, tu peux te dire, ça y est, j'ai enfin fini ma collection. Même, c'est simple, il suffit juste qu'un troll apparaisse. Regardez, c'était il y a quelques jours sur internet, on a vu des trolls du Is Back avec le Harry Potter. Il y avait une image qui était sortie, tout le monde a cru que ça y est. Le pire, c'est que vu la richesse pécuniaire de cette série, c'est tout à fait possible de se dire qu'il y aura un autre film Harry Potter. Quand on voit le succès des spin-offs, il n'y a pas à en douter. Donc se dire, voilà, super, j'ai acquis le collector, j'ai enfin tous les films. Non, là c'est pareil. Ce que vous voyez là, c'est un intégral
de Fast and Furious qui contient les 5 premiers films dans un emballage un petit peu original. Ouais. Mais maintenant, voilà, ils ont décidé de prendre pratiquement 4 films en plus, donc c'est super sympa de se dire. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Moi je fais un petit gros plan. Hein, quand même. Voilà, le petit pneu. Le petit pneu. Le pneu. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et parfois, ça fait du bien de se dire, ça y est, j'ai enfin acquis ce que je voulais, je peux m'arrêter. Surtout Fast and Furious, c'est pas la licence là. Fast and Furious version maison de retraite avec des déambulateurs. Bah à ce compte-là, on prend raid, hein. Oui. Retraité extrêmement dangereux. Voilà, heureusement pour l'instant ils se sont arrêtés aux 2, mais un 3 c'est jamais impossible. Voilà, c'est toujours le principe d'une collection, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit, que ce soit les animés, que ce soit les films, il y a toujours une nouveauté qui va apparaître, il y a toujours un film en plus qui tout d'un coup est réédité en Blu-ray, on se dit ah ça va être génial, et maintenant je prends le prétexte de mes vidéos parfois pour racheter des Blu-ray. Par exemple, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était sur Alexandre le Bienheureux, c'était une de mes vidéos. J'ai pu la faire parce que ils avaient fait une réédition Blu-ray. Super, j'ai pu enfin le procurer. Oui. Là, on parle d'un film quand même qui a 50 ans, donc ça valait le coup. Sword Art Online. Oui, effectivement, la série que tout le monde adore détester, mais n'empêche qu'elle était quand même vachement cool. Elle est géniale. Ah non, mais c'est toujours pareil. Dès qu'un truc a du succès, non, ah oui, ce truc ne mérite pas son succès. Non, si, c'était fun, c'était sympa. Tester la VR, on en reparle après, hein. Vous allez voir, on n'en est pas loin. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est toujours pareil. Sword Art Online, ça a commencé, mais quand est-ce que ça va finir? Et surtout avec les aléas des films d'animation et des séries, quel éditeur va leur reprendre? Et est-ce qu'on aura le droit, encore une fois, à la suite en coffret, pas collector, mais en tout cas en coffret DVD ou Blu-ray? Ah là je peux pas dire. Ah là tu peux pas dire. Là je viens de commencer Persona 5 sur Wakanim, c'est déjà pas mal. Hein. Oui voilà, mais en dématérialisé. Maintenant est-ce que Persona 5 arrivera en version physique? En Blu-ray, tout ce que tu veux, tout petit collector, machin. Oui si. C'est quasiment prévu. Et je serais même prêt à mettre ma main à couper si c'est pas. Il y aura peut-être même un premier coffret, supposition hypothétique. Un premier coffret je pense pour la Japan Expo qui aura lieu cet été. Bonne opération marketing. Et la deuxième ils vont la pondre avant les fêtes de fin d'année, un truc comme ça. Au bas mot, si vous voulez l'intégrale, je pense que vous en aurez pour au minimum une journée de salaire voire plus. Tu vas rater connard et tu vas payer, voilà, 100 balles, allez. Voilà, on a fait le tour donc de tout ce qui était les mangas animés. Précisément en DVD que tu as dans ta collection. Ensuite, tu as montré ta collection de films, DVD et Blu-ray. C'est ça. Donc maintenant, on fait le tour des jeux. Alors vas-y, je te laisse nous présenter ta collection de jeux. Ouais, alors comme vous le voyez, contrairement à d'autres qui aiment bien exposer, moi au contraire, je n'aime pas beaucoup. J'aime bien garder ces petits trésors pour moi. Et j'ai voulu faire un petit peu dans l'originalité, déjà juste par la classification. Il n'y a pas de PS4 360 d'un côté, PS2, non. J'ai voulu classer en fait par ordre alphabétique et c'était pratiquement le seul critère de classement que j'ai fait dans cette armoire puisque on commence là-haut à gauche avec la lettre A et on finit en bas à droite avec la lettre Z et tout s'enchaîne indifféremment. En fait, moi je m'en fous, finalement ce qui m'intéresse, et c'est ce que beaucoup devraient peut-être se rappeler, c'est finalement ce qui compte dans les jeux vidéo, c'est les jeux. Le support, effectivement, on peut avoir des préférences, mais quand on sait qu'il y a un jeu à laquelle on tient et qui va se retrouver sur une console et qu'il y a plusieurs autres jeux, oui, ça vaut le coup d'investir dedans. Ce qui fait que, vous voyez ici, pour ceux qui ont le bon œil, en fait, il n'y a pas de jeu rétro. Pourquoi? Déjà, j'en avais marre. Honnêtement, ça fait 3-4 ans que je fais les codes des prix et le rétro a explosé. Avant on parlait de jeux à 50 €, maintenant on parle de jeux entre 200, 300, 400, certains atteignent les 800 € pour les jeux les plus rares. Je dis non mais là c'est plus jouer, c'est posséder qui est le premier argument de vente, c'est collectionner. Or tous les jeux que j'ai ici, que ce soit les vieux jeux PC, que ce soit les jeux 360, que ce soit les jeux PlayStation, je veux y jouer. Et c'est pour ça aussi que ma collection, finalement, comparé à d'autres qui ont des collections, des full sets, moi, ce qui m'intéresse dans ma collection, finalement, peut-être ce que j'ai anticipé un petit peu une de tes questions, c'est les qualités et les défauts, comme vous avez vu de ma collection, c'est pas sa taille, c'est son contenu. Je m'amuse toujours, en fait mon petit plaisir, c'est aussi pour ça que j'ai dissimulé, c'est que quand j'ouvre l'armoire, généralement les œufs s'écarquillent, les gens font oh t'as ça, je dis oui j'ai ça, mais ça fait quand même 10 ans que j'accumule ça. C'est vrai que t'as des sacrées pépites, hein. Pour beaucoup ça veut peut-être pas dire grand chose, mais quand on voit ne serait-ce que là sur PlayStation, Breath of Fire 3, c'est quand même énorme comme jeu sur le contexte de l'époque.
voilà. C'est vrai que là, il y a pareil, il y a Fear Effect 1 et 2. Oui, je les possède les deux. Les Final Fantasy, forcément, PlayStation également. Déjà rien que là, on est sur des pièces quand même qui, de souvenir, étaient relativement cotées en boîte notice. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. D'ailleurs, t'en parles sur ton blog oui. des tarifs. Je vous invite d'ailleurs à aller inspecter le blog. Risquez d'être surpris. Ouais, il y a des sacrés prix et en plus il met à jour assez régulièrement les prix des cotes. Donc vous aurez largement la possibilité de vous faire plaisir et de vous renseigner sur les tarifs actuels. Soit de vous dire voilà ce que vous possédez, soit voilà ce que vous allez dire, ce que vous allez devoir raquer pour l'acquérir. Ouais. Après, les grandes lignes de ma collection, se composent en quelques points. C'est point et clic, là on le voit, ils sont disséminés. Par exemple, là vous avez l'intégralité des Chevaliers de Baphomet, je les ai tous. Les Chevaliers de Baphomet, la première version sur PC, la version Director's Cut qui était sortie sur Wii. Ouais. Ensuite, elle n'est pas là puisqu'elle se trouve ailleurs, la version Big Box la plus difficile à trouver, le bouclier de Quetzalcoatl. Vous avez ensuite les gardiens en Steambox, le manuscrit, pardon. Vous avez d'abord les chevaliers de manuscrits de Voynich. Vous avez ensuite les gardiens du temple de Salomon en Steelbook et toujours sous blister parce que j'ai toujours pas eu l'occasion d'y toucher. Et la dernière qui est sortie, qui était en épisodique, c'était la malédiction du serpent. Donc ça c'est les points techniques et je me suis assuré de pouvoir y jouer avec j'ai gardé un vieux PC avec Windows XP justement pour la compatibilité. Au bout d'un moment ça devient usant de devoir trouver des pages, des astuces, des patchs no CD pour faire tourner nos vieux jeux. On acquiert un PC avec Windows XP, ça me sert pratiquement à faire tourner tous les jeux. Windows XP étant la version la plus stable, vous pouvez sans problème faire tourner des jeux de Windows 95, 98 sans aucun problème. Alors qu'aujourd'hui avec les versions de Windows 10, ça devient l'enfer. C'est aussi principalement pour ça que j'ai voulu l'acquérir. Et il y a, et ça c'est pas un placement de produit non plus, vous avez des jeux qui sont Just for Games. C'est un éditeur qui réédite les vieux jeux mais adaptés pour Windows 7 et Windows 10. Alors parfois ça peut vous sauver la vie pour vos vieux jeux parce que quand vous vous dites ouais finalement je possède ce jeu qui m'a tenu toute mon enfance et que je peux plus y jouer parce que il date de la version 98 et vous avez cet éditeur qui arrive et par exemple qui a fait l'intégrale des Dracula sur PC que j'ai eu pour une bouchée de pain version Windows 7 et Windows 10, ça aide beaucoup. Après, comme dit, je me suis arrêté en fait à la PlayStation parce que c'est vraiment à partir de l'adolescence que j'ai commencé à aimer les jeux pour leur contenu et ça a dépassé le stade de l'enfance. Donc c'est pour ça que la plus vieille console que je garde, c'est la PlayStation. Et ensuite, vous avez les jeux PlayStation 2 qui ont tous une place importante dans mon cœur, puisque, comme on le voit ici, vous avez des jeux assez anciens comme Chaos Legion, vous avez les Medal of Honor qui, bien sûr, aujourd'hui n'ont plus aucun intérêt, mais c'était les jeux historiques. Et vous avez après des jeux qui montent en génération, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Je suis allé sur tous les supports et des jeux Wii. Et le dernier point, c'est généralement, vous voyez, pardon, vous avez les RPG, donc tous les types de RPG qui ont été localisés, j'ai essayé de les acquérir, surtout pour les PlayStation et les PlayStation 2, j'y suis arrivé sans trop de mal. Et les derniers pans de jeu que j'aime absolument, c'est aussi les jeux historiques. Là, on peut le voir tout en bas, vous avez pratiquement tous les vieux, pratiquement, il me manque encore quelques-uns, mais vous avez par exemple ici, vous avez les premiers Total War, ensuite vous avez les ROM, vous avez le Shogun Total War. J'ai un grand coup de cœur pour tout ce qui est jeux historiques, surtout les jeux qui me permettent de modifier l'histoire, ça c'est mon grand kiff. Donc ce qui fait que finalement vous avez une collection qui est vraiment pas homogène. Je touche au RPG, je touche au point technique, je touche aux vieux jeux. Mais l'important c'est pas de me dire je possède tant et tant de jeux de PlayStation, si je possède une collection qui n'évolue plus tellement. Tous les jeux que j'ai là, je ne veux jamais m'en débarrasser. J'ai fait assez de tri au cours de ma vie de collectionneur. Au début, en fait, vous avez un petit peu ce sentiment de vouloir tout posséder. Donc au début, vous êtes plutôt un acheteur compulsif et vous sautez sur tout ce qui bouge. Et petit à petit, une fois que le temps passe, vous vous dire mais pourquoi j'ai ce jeu, je n'y joue pas, je vais le passer à un pote ou je vais le revendre. Et au bout d'un moment, vous dites voilà, ça c'est la collection que j'aime, c'est la collection que je prends plaisir à dire voilà, ce titre-là, il ne me dégoûte pas, je vais y rejouer sans aucun problème. Et au bout d'un moment, vous dites voilà, elle est figée, elle se fige dans le temps et elle prend une valeur sentimentale au point que, par exemple, je peux te mettre au défi de me prendre un jeu, n'importe lequel, j'ai pratiquement une anecdote à te sortir sur le sujet tellement je la connais, pas par cœur, mais tellement j'y suis attaché. Tu peux faire un exemple si tu veux. Bon, je regarde. Ah, celui-là. Ah, c'était quelque chose. Voilà. Et
Franchement. Voilà, maintenant il va foutre les boules à tout ça parce que voilà, une anecdote sur ce jeu. Suikoden. J'ai découvert finalement la saga Suikoden. Comme vous le voyez, il y a les Suikoden 4 et 5 qui sont juste à côté. Et j'avais commencé par la version PlayStation. Et c'était il y a même pas une dizaine d'années. J'ai dit bon je vais me mettre au premier. Oui. Le premier étant non traduit, donc il m'a pas tellement intéressé. Mais celui-là, je l'ai acquis pour une centaine d'euros, ce qui était encore raisonnable à l'époque. Aujourd'hui, cette cartouche en état complet vaut à peu près entre 200 et 250 euros. Ah, ça va vite, hein. Les codes de toute façon ils augmentent en flèche. Là c'est comme là, bon je suis désolé, je le cache, hein. je vais vous montrer ça. Vas-y, sors-le. C'est la GameCube. Là. Voilà, une des carcasses que je garde juste pour sa valeur sentimentale parce que c'était ouais voilà, c'était elle a pour la poussière. Elle a la poussière, mais c'était avec ma femme et moi et avons beaucoup joué dessus. D'origine ça oui, c'est d'origine, c'était pour mettre les manettes sur les côtés. La mémoire elle est plus qu'elle était. Hein. Non, j'avoue. Ouais. Voilà, donc au bout d'un moment vous gardez juste, ça a une valeur sentimentale, ça ne vaut plus rien, mais ça va revenir en force, hein, ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas déjà le cas. C'est déjà le cas. Regardez, un exemple, vous voulez récent, la Wii U. Là, maintenant, avec la politique de portage des titres, la Wii U, bientôt dans 10 ans, vaudra une pépite parce que il n'y aura pas de jeu dessus, parce que tous les jeux seront sur Switch. Ouais. Mais il restera un ou deux jeux uniques qui n'ont pas été portés et les codes vont s'envoler uniquement pour ça. Oui, ça c'est clair. Il y a eu pas mal de titres intéressants sur Wii U, mais pas appréciés à sa juste valeur. Et c'est vrai que les jeux ont mis très longtemps à sortir. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils les rééditent. Je comprends parce qu'elle n'a pas eu de succès, donc ils essaient de rentabiliser au maximum. Mais ce qui fait que ils tuent la Wii U. Et la Wii U n'aura plus aucun intérêt. C'est ça, ils tuent la Wii U et surtout la Switch. Voilà. C'est dur, hein. Ça pique les genoux. Maintenant qu'on a vu les jeux vidéo, maintenant place au manga papier. Ah, je suis fan de ce passage-là. Alors vas-y. Vas-y, cache ton enthousiasme. Alors déjà, certains reconnaîtront, certains. Les quelques 50 personnes qui me suivent, même pas moins de 45, moins de 40, bref, peu importe. Les 45 personnes qui me suivent vont peut-être reconnaître l'endroit, c'est là où je me filme pendant mes petits tournages sur les différents endroits. C'est là où je suis le plus tranquille, c'est ma petite pièce de tranquillité. Et c'est l'endroit où ma femme ne peut pas s'empêcher de polluer mes étagères. En fait, mais c'est nos étagères parce que bien sûr, la collection manga papier regroupe sa collection et ma collection. Et je dis merci Ikea parce qu'il y a vraiment 4 étagères de ce genre le long du mur et ça regroupe toutes nos passions, que ce soit l'histoire par les gros bouquins, les vieux bouquins de collection d'il y a pratiquement 50 ans, que ce soit les mangas papier, que ce soit les animés, que ce soit les BD franco-belges, que ce soit les thèmes un peu sur le spiritisme ou n'importe quoi. Tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous intéresse est regroupé dans cette pièce. Alors, il faut déjà se calmer. Ce que vous voyez là, c'est 20 ans d'accumulation progressive. Oui, même lui, il n'arrive pas à se tenir. C'est pas facile. Il y a 20 ans de patiente accumulation. C'est pas de l'achat compulsif, c'est de la lente acquisition. 80% de ce que je possède devant vous est de l'occasion. Il y a très peu de neuf. J'ai vraiment voulu acquérir, parce que ça coûte une fortune, que j'ai voulu acquérir ces mangas de manière progressive. Pratiquement, j'ai mes adresses, j'ai mes coins où je peux me procurer et je ne vous les révélerai pas. C'est à moi, rien qu'à moi. Je voulais pas en plus augmenter le nombre de concurrents, sachant que les mangas que je possède pour certains, c'est des petites pépites puisqu'ils ne sont plus édités. Merci certains éditeurs, donc certains c'est introuvable, oui c'est introuvable en neuf et très peu de chances de vous le procurer. Donc finalement j'applique exactement la même méthode et comme vous voyez il est complètement foufou, hein. J'applique la même méthode pour mes animés mangas, que ce soit en collection DVD Blu-ray. J'acquiers les références de ce titre qui me plaisent, que ce soit dans l'horreur, que ce soit dans le shonen, que ce soit dans le seinen, que ce soit dans le slash of life, peu importe le thème, il me faut une référence. Par exemple, si ceux qui vont voir là-haut, la référence là-haut c'est Berserk. Je possède 36 tomes sur 39. Je laisse la série reprendre un peu d'avance et ça me suffit. Si maintenant j'ai envie d'une action comique, j'ai les GTO, alors ceux qui vont voir cette édition vont beaucoup se marrer parce que c'est l'édition originelle qu'on a connue au début des années 2000. Maintenant il y a une réédition format Big Box ou en tout cas toujours par Pika édition. Ouais, toujours par Pika, mais quand on voit effectivement ça commence à dater, le papier commence à jaunir. Petit à petit on voit les ravages du temps.
Et on ajoute maintenant des références, mes plus, on va dire, si on me demande quel est mon plus vieux manga que j'ai commencé à acquérir, c'était dans les années 2000 où j'ai commencé à finalement avoir un peu de pognon. C'est l'édition de Love Hina. Et là, on le voit vraiment ce que ça commence à donner. Là, on le voit vraiment sur la tranche. Le papier commence vraiment à jaunir, il commence à dater. Et oui, c'est vraiment... C'est également la première connexion que j'avais faite à l'époque. Ouais, on va pas dire qu'on est des vieux pervers sur les bords, mais bon, on a tous commencé par se marrer. C'est gentil. Oui, c'est gentil, oui, voir des filles à poil de 14 ans, c'est tellement gentil. Je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, on s'est tous fait la main avec Ken Akamatsu, c'était, on va dire, le manga populaire de fin des années 90, début des années 2000. Là où Negima m'avait un tantinet déçu par rapport à Love Hina. Voilà. Après, c'est une question de point de vue. Sachant que là encore, j'ai commencé aussi les Negima aussi, c'est pareil, et encore je les possède pas tous, et comme certains le savent, il a été réédité en format double. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu triste, c'est que parfois dans ma collection, j'ai la vieille édition, et comme maintenant c'est trop tard, j'ai acheté directement la fin en édition double. Ça tranche un petit peu, mais je m'attache pas à ce genre de détails. Pour moi, l'intérêt c'est de posséder la collection et de la posséder, peu importe finalement si c'est des mangas doubles ou une réédition plus récente. Comme on le voit par exemple là, on a au fond ici, vous avez par exemple les vieux tomes de Kenshin, les tout premiers qui sont sortis. J'en ai encore d'ailleurs. Voilà, et par contre vous avez une édition un peu plus récente qui a connu une autre édition avec la couverture en plastique. Elle a pas traîné celle-là. Elle a pas traîné non plus, mais encore aujourd'hui vous avez une autre édition. Mais c'est vrai que l'inconvénient de ces tomes-là maintenant, c'est que, il faut vraiment pas maintenant, un peu comme dans les objets de collection. Alors certes, Glénat a toujours fait de la qualité, mais leur reliure se fragilise avec le temps. Plus on écarte ouvertement, plus ça devient fragile, et on le voit petit à petit, le temps fait son œuvre. C'est les mangas, on a beau aimer ça, le papier généralement c'est pas de la première qualité. Il y a des éditeurs qui essayent de faire de gros efforts, surtout aujourd'hui, mais dans les années 90, soit il y en avait qui faisaient vraiment du beau boulot, soit il y en a qui étaient, je peux le citer, enfoiré de Panini Comics. Ah oui, alors, les rois. Les rois. Vous avez ici ce qui est pour moi la collection qui m'a demandé le plus de temps et le plus de sueur. Elle est un petit peu cachée, c'est Eden de Hiroki Endo. Alors les premiers tomes, vous les trouvez sans aucun problème. C'est un manga qui fait, on va dire, futur post-apocalyptique et futur d'anticipation. Les premiers tomes, 3,50 €, 4 €, il n'y a pas de problème. Les tomes 17 et 18 actuellement sont cotés entre 150 et 350 €. Oui, oui, voilà, ça se fait très plaisir. Donc Panini, c'est pour les collectionneurs. Je pense que c'est l'éditeur de l'enfer. J'ai eu une autre de ses œuvres, Enfer et Paradis. J'ai pu avancer jusqu'au tome 12 en tome individuel, mais maintenant, heureusement, ils l'ont réédité en tome double. Ça va me simplifier la tâche pour mon porte-monnaie, mais c'est véritablement l'enfer. Tenjo Tenge. Voilà, maintenant vous avez véritablement, en fait c'est toujours pareil, c'est mon désir de collectionner est en adéquation avec celle de ma femme, c'est-à-dire trouver des séries qui nous intéressent dans un thème précis, et une fois qu'on l'a complété, finalement on a eu ce qu'on voulait, et on n'a pas besoin d'aller voir autre chose dans le même thème. Ouais. Ce qui fait que la collection se réduit. D'ailleurs, il y a des boobs là-dedans, allez. Les boobs. Alors maintenant qu'on a vu la magnifique collection à Thibaut, on va maintenant partir sur une conclusion. Alors, qu'est-ce que tu aurais à conseiller éventuellement pour des personnes qui font le même genre de collection, que ce soit pour les films, les jeux, ou même encore les mangas? N'hésite pas, apporte tes conseils. Je vais essayer. Alors, pour une collection, pour tous ceux qui sont collectionneurs, déjà, ne vous comparez pas à d'autres. C'est déjà primordial. Vous avez tous des revenus différents, vous avez tous une manière de vivre différente. C'est sûr qu'avoir un modèle, au début, peut aider. Regardez les collections d'autres, peuvent vous donner des idées. C'est le contraire. Ça peut même motiver les gens à commencer une collection. Mais généralement, en fait, tout le monde a déjà une collection. Avoir 4 tomes d'un bouquin qui nous plaît est déjà le début d'une collection. Voilà. Maintenant, c'est savoir qu'une collection, ça se base sur le très long terme. On ne sait jamais quand, on sait toujours quand ça commence. Ça commence généralement par le tome 1, le premier DVD, le premier Blu-ray, de ce que vous aimez. Mais vous ne saurez jamais quand ça va se terminer. Au bout d'un moment, il faut que vous faites une collection, il faut qui vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez? Par exemple, si vous aimez Bruce Willis, c'est votre droit. Mais quel Bruce Willis? Est-ce que vous souhaitez tout posséder de lui? Dans ce cas-là, il va falloir remonter parfois très loin à l'époque où il faisait des séries. Il faut savoir en fait
quel acteur vous aimez, généralement ça va vous donner un panel de films déjà à couvrir, quel style vous aimez. Et plus vous allez vous éparpiller, plus votre collection va prendre du temps. Par contre, si vous vous dites, lui, bon, bah, il est secondaire, ou cet auteur, je veux qu'il soit dans ma collection, bah, ça va vous donner un axe d'attaque de votre collection. Pareil pour les jeux vidéo, il faut savoir ce que vous avez envie. Tout collectionner, oui, ça va prendre beaucoup de temps. Et par contre, si vous vous dites, bon, quel intérêt j'ai par exemple au rétro? Est-ce que j'ai été touché par le rétro ou pas? Donc si vous dites non, bah, ça vous emmène déjà vers des consoles plus récentes et plus abordables. Et ensuite, il faut tout simplement que vous regardiez autour de vous. Est-ce que vous avez des magasins de revente? Est-ce que tout va passer par le net? À vous de décider comment vous allez attaquer votre budget, parce que c'est ce qui fait le nerf de la guerre. Ah oui. Jamais une collection ne doit prendre le pas sur votre vie. Non. Il faut toujours avoir un petit budget qui peut être évolutif en fonction de vos rentrées d'argent, mais ça doit toujours rester secondaire. Se dit bon bah maintenant voilà, j'ai une petite somme à consacrer, qu'est-ce que je peux faire? Et aussi quel type d'acheteur êtes-vous? Est-ce que vous êtes acheteur au fur et à mesure, ou est-ce que vous allez plutôt être très patient et acheter tout d'un coup? Ah bah ça après c'est le problème de riche. Ah non, pas tout simplement. C'est qu'au bout d'un moment, vous en avez peut-être marre aussi de courir à droite à gauche pour chercher quelques tomes et vous n'avez pas la patience. Alors vous dites, bon, bah, je vais prendre la volonté de prendre tout d'un coup. Mais dans ce cas, ça veut dire une somme plus conséquente. Ça veut dire aussi peut-être des frais de port plus importants. Il n'y a pas de bon ou de mauvais conseils à donner puisque chacun construit sa collection comme il l'entend. Mais surtout, délimitez-vous dans vos passions, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, et délimitez votre budget. Après, la taille importe peu, le nombre importe peu. C'est pas parce que vous avez 800 titres ou dans une collection de DVD ou 800 jeux vidéo que vous allez être reconnu comme un... Certes, elle va impressionner, mais si dans votre truc vous avez finalement un peu tout de fourre-tout, c'est comme un full set finalement. Il y a certains jeux de sport, bah, on s'en fout finalement. Le full set n'a de valeur finalement que quand vous avez l'intégralité. Mais c'est un travail acharné, parce que parfois vous allez louper certains types parce qu'ils sont collectors ou d'autres types parce qu'ils sont épuisés ou inabordables. Et ben finalement, au bout d'un moment, c'est ce que je remarque chez beaucoup de collectionneurs, c'est le désir de posséder prend le pas sur le désir de jouer. Et finalement, au lieu d'être heureux de posséder un item pour ce qu'il vous a apporté ou ce qu'il vous apportera, vous êtes plus en train de vous dire « Ah, il m'a coûté tant et tant. Ah, il y a tel défaut sur la jaquette. Ah, je n'ai pas réussi à avoir le... » Mais au bout d'un moment, vous n'avez plus de plaisir finalement. Le plaisir, il est dans la possession de l'item, mais plus dans ce que vous allez en faire. Et c'est ça qui est un peu triste. Mais attention, encore une fois, ça ne concerne que moi. Je ne dis pas que c'est une généralité et que ce que je dis là s'applique à tous les collectionneurs. Chaque collectionneur, et je pense que vu les prochains invités qu'ils pensent filmer, eh ben, il y aura des avis complètement différents. Ce sera très différé. Ça, vous serez seul à en témoigner de toute façon. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pas la quantité. C'est la qualité. C'est pas la qualité au sens physique, aux qualités par rapport à ce que vous voulez en faire, et surtout ce que vous ressentez quand vous l'achetez ou même quand vous y jouez. Par exemple, si c'est un jeu, il faut dire une chose, c'est que il faut se faire plaisir, mais dans l'ordre des priorités. Pas comme moi. Comparé à Joss, je vais avoir un retard conséquent sur les titres d'actualité. Ça, c'est la contrepartie et j'en suis parfaitement conscient. Je ne peux pas... Il a une idée... C'est simple. Si maintenant Joss et moi, on va prendre le cas de Shenmue, nous avons déjà tous les deux fait notre réservation sur Shenmue. Mais lui, quand il va sortir, lui va se jeter dessus. Moi, j'aurais peut-être la patience d'attendre plusieurs mois. Peut-être pas tout de suite. Mais voilà, on va dire. Après, ça dépendra de la date de la sortie. Tout dépendra de la date de la sortie, mais il se peut que toi, tu te jettes dessus et quitte à arrêter le jeu que tu as en cours, tandis que moi, je vais être plutôt dans le genre à finir le jeu, même si le jeu me fait très envie. J'ai un jeu à finir. Sauf si c'est un JRPG, là par contre, non. Voilà. Mais bon, on a des points divergents, on va pas essayer de se contredire, de se tuer dans l'œuf, mais ce que je veux dire, c'est on a deux approches du jeu, et c'est pas pour autant que je ne porte pas le respect qu'il a. Au contraire, il n'est pas inférieur au super à moi, on a juste des façons de jouer différentes. Mais au bout d'un moment, c'est la passion qui nous réunit et qui nous prend plaisir à faire des débats, mais au bout d'un moment, on essaie de dire, ah bah tiens, quel avantage ça, le prendre maintenant, ou quel avantage... Si on a des offres, effectivement, c'est dommage de passer à côté. Maintenant, tout toujours dépend de nos budgets, de nos envies et du temps qu'on peut lui consacrer.
Après, le problème, c'est qu'on sait très bien que les JRPG sont chronophages et qu'on ne peut pas se projeter dans le court terme avec nos styles de jeu. Tous les jeux que vous avez vus, qu'ils soient historiques, point et clic, scénario JRPG ou RPG occidentaux, c'est des jeux absolument chronophages. Quand vous vous lancez dans une partie, le minimum, c'est une vingtaine, trentaine d'heures. Ça, c'est le minimum syndical. Et après, ça peut partir exponentiellement en fonction du plaisir qu'il y a à jouer. Sachant que je suis un grand fan des scénarios. Plus le scénario a des embranchements, plus j'ai envie de les faire et de découvrir. Xenoblade Chronicles 2 sur Nintendo Switch doit avoisiner, les 120 heures de jeu. Petit joueur. Ouais, bah en même temps, j'y joue pas tout le temps. Hein. Ouais, voilà, mais voilà, il est à 120 heures et pourtant, on ne voit pas encore le bout. Donc, ça veut dire prendre du temps à s'y consacrer. Ouais. Et bien, comme là, toutes bonnes choses ont une fin, eh ben, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis, hein, surtout pour cette... Et d'être resté jusqu'au bout. Ah bah, surtout de rester jusqu'au bout, oui, c'est vrai qu'on parle, mine de rien. Et en tout cas, n'hésitez pas, comme je vous disais, à laisser un pouce bleu de l'amour si jamais la vidéo vous a plu. Et à commenter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section des commentaires en dessous de la vidéo. On n'hésitera pas à répondre. Et pareil, si vous avez envie de faire découvrir votre collection, aussi petite ou grande soit-elle, ce n'est pas gênant. On est là pour passion et découverte. Et à vous abonner à la chaîne. Tu veux peut-être faire un petit mot de fin, Thibaut? Jouer. Et jouer et regarder ces vidéos. Oh la pub! Ah, la pub! Je touche 0 centime. Là, c'est pas grave. En tout cas, merci encore. Je vous fais des tonnes de bisous. À bientôt, les amis. Ciao! Ciao!